Salut les marques, salut les smarts, salut peuple de catch-up. Bienvenue sur votre podcast qui transpire le catch, chaque grosse coup d'huile. Chaque semaine, nous analysons, décortiquons, décryptons, encensons et parfois malheureusement démolissons les shows de la WWE. Vous êtes sur catch-up et vous y êtes bien. Je suis votre dinosaure, que dis-je, je suis votre Luchasaurus des podcasts. Je suis le tonton Chris et aujourd'hui mes amis, aujourd'hui peuple de catch-up, il revient, il est de retour. C'est un comeback fracassant après avoir traversé toute l'Amérique latine, avoir parcouru tous les rings du continent américain. Qui est de retour parmi nous? Je vous le donne en mille et mille. Voici de retour Raphaël. Bienvenue, Raphaël. Hola. Si. Tranquilo. C'est le luchador. Muy tranquilo. Et le luchador du bout du monde. Me revoici. Me revoici sur la terre française. Me revoici sur la terre du catch. La seule, la vraie. On a beau aller partir au bout du monde. C'est ici qu'on est bien. Donc, oui, après 4 mois d'aventure et 4 mois de distance plus ou moins lointaine du catch, maintenant je peux faire une analyse, je peux vous dire où ça marche le catch, en tout cas où marche la WWE et où elle marche pas trop. Ça marche pas mal en Bolivie, ça marche moins bien en Colombie, si vous voulez tout savoir. Oui. Ah ouais, la Bolivie est une terre WWE-esque. Ah, la Bolivie, il y a des petites boutiques avec, vous savez, ces petites boutiques là qui vous vendent des espèces de faux DVD, des fausses pochettes de films qu'ils ont imprimées à l'imprimerie là pour vous vendre Titanic ou machin. Il y a plein de pay-per-view et il y a plein de. J'ai vu, j'aurais pu acheter l'époque de Daniel Bryan et Kane. Il y avait des DVD Hell No et tout. Et là, c'est le pays le plus WWE, je crois. Si vous avez des envies de voyage, pensez-y. Ah yes, incroyable. Bolivie, Colombie et quoi d'autre? Colombie moins bien, hein. Colombie moins bien, déçu par la Colombie puisque j'étais en Colombie le soir du Royal Rumble, j'étais dans une ville au bord des Caraïbes, j'ai cherché toute la soirée un bar qui diffusait Royal Rumble, pas moyen. Alors que j'ai vu TLC au Pérou le jour où j'ai visité le Machu Picchu, quelle anecdote, dans un vieux bar, dans un vieux resto où il y avait personne, il y avait TLC à la télé. Incroyable. Bon, pas le meilleur show, souvenez-vous de TLC, mais bon, c'était drôle. Ah voilà. Ouais, mais le contexte est quand même extraordinaire, quoi. Le contexte est sympa, ouais. Ouais, il n'y a qu'à catch-up qu'on voit des choses pareilles, quoi. C'est sûr, ouais, c'est sûr. Voilà, enfin en tout cas, nous, aujourd'hui, on n'est pas en Colombie, on n'est pas en Bolivie, mais par contre, on est bien là pour vous faire une review d'Elimination Chamber 2020. On est à Philadelphie. Oui, on est à Philadelphie, à Colombie, Bolivie, Philadelphie. Bon, finalement, tout ça, ça rime, c'est parfait. Et si vous avez un peu suivi, vous aurez vu qu'avec l'ignoble Ringside, nous vous avons reviewé un SmackDown d'anthologie où nous avons fait la preview d'Elimination Chamber. Alors, j'en profite en passage pour faire un big up à Ringside parce qu'il m'a donné une méga info en bois hier soir en m'annonçant que AJ Styles était blessé et tout ça. Que nenni, AJ Styles va très bien, les amis. Voilà. Donc, on est à Philadelphie, on attaque, c'est parti pour le show. Donc, on attaque avec le pré-show. Alors, nous, on pensait qu'on allait nous engager un pré-show avec un Daniel Bryan, Drew Gulak. Eh bien, pas du tout, puisque, aux surprises, qui va commencer le Elimination Chamber en pré-show? Ça va être un tag team match, et ça va être les Viking Raiders face à Zack Ryder et Kurt Hawkins. Alors, un match qui va être quand même assez vite expédié puisqu'il va durer un peu moins de 5 minutes. Les Vikings vont être quand même un peu en mode rouleau compresseur et ça va quand même se passer très très vite. Ryder et Hawkins vont quand même tenter un peu quelques trucs, vont tenter un peu l'épreuve de force, mais ça va pas se passer quand même dans des très bonnes conditions pour eux. Malgré Hawkins qui va quand même tenter d'enchaîner quelques trucs, il va nous tenter un Enzugiri, il va nous tenter un scoop slam pour un compte de 2. Mais tout ça, ça va pas suffire parce que la puissance des deux Vikings va être quand même largement supérieure. Tout ça, ça va se passer avec un Eric qui va réussir à décrocher un gros coup de genou à Ryder qui l'assomme, qui plante le pin quoi, pour le compte de 3. Victoire des Viking Raiders. Et je laisse la parole à notre ami Raphaël pour la grande émotion pour sa première analyse de match pour son retour.
Ma première analyse de match depuis 4 mois, bon bah ouais, c'est pas non plus je commence pas non plus très fort, hein. C'est du pré-show, tu l'as dit. Bon, c'est du jobber. De toute façon, les seuls pré-show qui vaillent, entre guillemets, c'est dans les très gros pay-per-view. Mais là, dans les pay-per-view moyens, souvent, c'est ça. C'est un match qui est même pas annoncé. Non. Pas spécialement d'enjeu. Bon, on comprendra un peu plus tard dans la soirée quel était peut-être l'intérêt de cette rencontre. Mais bon, écoute, ça fait une présence au pay-per-view pour ces 4-là. Et c'est déjà sympathique. Mais sinon, rien de bien intéressant, en effet. Les Viking Raiders, t'en penses quoi? Ben moi j'aime bien sur le ring, j'aime bien, j'ai trouvé c'est une équipe que j'aime beaucoup, mais là bon là ils ont fait les moves qu'ils font tout le temps quoi et qu'ils ont beaucoup fait dans toute leur période affronter des jobbers locaux, donc peut-être que je sais pas moi, voilà, j'ai raté 4 mois de catch, mais j'aimerais bien les voir dans des matchs avec un peu plus d'adversité quoi. Là c'était ça aurait été pas Ryder et Hawkins, mais deux gars de Philadelphie, ça aurait donné à peu près la même chose, je pense. Ouais, on était quasiment dans un truc versus des jobbers locaux, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est complètement ça. Je suis bien d'accord. Les amis, peuple de catch, je vous cache pas le plaisir que j'ai de retrouver mon bon Raphaël en review, quoi. Ça va être, ça va être le feu. Alors là, je vous annonce une review qui va durer 5h30. Hein. Allez, c'est parti. Donc, allez, c'est parti. Alors, le push. Voilà, on rentre. Ah bah oui, là, il faut une fusée au cul. Hein. Mm. Donc là, on attaque la carte principale. Et alors, l'opener, à la grande surprise de Ringside, j'imagine, quand il va voir le pay-per-view, l'opener, c'était donc notre Daniel Bryan national qui affronte le Drew Gulak. Ils sont en bis-bis depuis quelques semaines du côté de SmackDown avec Heath Slater aussi qui est un petit peu dans l'équation. Et donc, finalement, tout ça, ça nous emmène à un match qui fait l'opener de l'Elimination Chamber. Donc, c'était assez marrant parce que finalement, c'est deux catcheurs assez techniques et qui sont tous les deux des spécialistes de soumission qui s'affrontent. Donc, ça nous a donné, pour le coup, un match assez technique. Ils se sont pas mal jaugés sur le début du combat. Du coup, l'American Dragon, il sort un peu du ring d'ailleurs pour essayer un peu de calmer les choses. Drew Gulak fait plutôt bonne impression. Hein. Il renverse même la fameuse planche de surf de Daniel Bryan, qui devient de plus en plus agressif au fur et à mesure du combat. Ça monte un peu en pression. Gulak reprend un peu de domination. Bryan y renverse par une souplesse. Il envoie d'ailleurs Drew Gulak à l'extérieur. Ça retourne sur le ring. Gulak qui contre un missile dropkick, pardon. Souplesse arrière pour le compte de 2, mais ça passe pas. Alors, il faut quand même dire aussi que Gulak, le public était un peu partagé parce qu'il est natif de Philadelphie. Donc, du coup, il y avait un espèce ouais, pour le public, c'était peut-être un petit peu compliqué de prendre complètement fait et cause pour l'American Dragon. Mais bon, quand même. Du coup, ça envoie du pâté, ça commence à envoyer de la souplesse des deux côtés. On se retrouve avec une grosse phase de soumission entre les deux. Ils se retrouvent dehors dans le ring, si mes souvenirs sont exacts. Il y a un compte qui est assez long qui emmène Bryan jusqu'au compte de 9. Hein. On a failli avoir peur pour l'American Dragon. Et puis finalement, Daniel Bryan reprend le dessus parce que c'est quand même un main eventer, il paraît, au final, hein, même si à SmackDown, on commence un peu à se demander à quoi ça sert toutes ces appellations de mid-carder et de main eventer. Mais reprend l'avantage. Il place quoi? Ah non, oui, d'ailleurs, il y a Gulak lui place un Dragon Sleeper qui contre. Finalement, il lui place un label lock. Il met Gulak KO. Et sur une soumission, Daniel Bryan, vainqueur. Daniel Bryan qui d'ailleurs félicitera Drew Gulak qui a été exemplaire. Et finalement, un petit match pas trop mal pour cet opener. Moi, j'ai trouvé un très bon match. En tout cas, ils m'ont impressionné dans l'histoire qui a été racontée. Alors, effectivement, moi, j'ai repris les weekly cette semaine seulement. Donc, oui. Voilà. Et cette semaine, à part Gulak en coulisses et Bryan qui l'a défié pour un match, j'étais pas trop au courant de leur passif. Mais c'est vrai que les deux catcheurs sont très semblables physiquement. Ils ont un style très ressemblant. Et c'est vrai qu'on a eu
On a eu un gros match technique, mais aussi un match très, très très cérébral et très psychologique puisque comme tu l'as décrit, hein, on a bien vu un Bryan au début qui l'a joué plutôt, on va dire, on part dans le catch, voilà, dans la pure performance athlétique et puis au fur et à mesure qui a été énormément contré par Drew Gulak. Tu l'as dit, il a la planche de surf qui lui a été retournée et que Gulak a apporté à Bryan. Ça, c'était quand même assez fort de symbole. Donc Bryan s'est de plus en plus énervé. Bryan a encaissé quelques gros coups sur la nuque, là, la souplesse arrière et tout ça. Donc on sait qu'il est nerveux, Bryan, et à la fin, là, il y allait plus méchamment pour faire mal. Et bon, alors moi j'ai un peu plus, de côté de tomber inconscient sur une belle log, j'ai un peu du mal à y croire, mais bon, pourquoi pas. Et ouais, non, ils ont envoyé un match costaud avec une histoire un peu comme ça, là, de pas de passage de flambeau parce que c'est un peu tôt, mais de filiation naturelle en tous les cas, qui était de très bon niveau, j'ai trouvé. Et ça m'a surpris de voir ce match-là avec autant de temps, parce que toi, tu regardes beaucoup les chronos, non? C'était assez long, hein, quand même. Ah ouais, c'était un match de presque 15 minutes. Ouais, non, c'était 14 minutes 20 exactement. Un opener tout à fait honnête, j'ai trouvé. Alors du coup, j'ai une question pour toi. Qu'est-ce que tu penses de cette arrivée de Daniel Bryan en low card? Je sais que j'ai vu que ça faisait discuter. Low card, ça me paraît. De toute façon, low card, mid card, c'est les catcheurs qui font le niveau. Pour moi, à partir du moment où il y a Daniel Bryan, c'est plus vraiment de la low card. Mais écoute, encore une fois, j'ai un peu loupé ces derniers mois. Il sort quand même d'une grosse exposition en main event contre The Fiend. Bon, Daniel Bryan, il commence à être en âge où il peut servir aussi à venir aider les plus jeunes et ceux qui ont besoin d'un peu plus d'exposition. Drew Gulak, je pense que c'est son tout premier pay-per-view à la WWE, ou à moins qu'il ait fait des matchs non, sur la carte principale, ouais, c'est la première fois, ouais. Donc non, pourquoi pas. Et puis le rendu est pas mal. On est juste avant WrestleMania. Alors là, je suis un peu curieux de voir ce que Daniel Bryan aura comme programme à WrestleMania. Moi, ça me dérange pas parce que je sais très bien que d'ici 2, 3 mois, 4 mois, il retrouvera des adversaires peut-être plus prestigieux et plus haut de gamme comme il a fait auparavant. Et puis bon, voilà, il est temps de laisser passer un peu de temps après cette grosse période contre le Fiend. Donc c'est une manière inattendue en tout cas de le voir rebondir. Ouais, c'est pas faux. Je sais pas si toi t'es un peu déçu de le voir. Moi je suis... Ouais, mais moi je suis pas déçu forcément de le voir là. C'est moi je suis déçu de son traitement à SmackDown depuis plusieurs semaines et puis de toute façon je suis déçu globalement par SmackDown de toute façon depuis le passage sur la Fox et puis là c'est de plus en plus catastrophique vendredi après vendredi. Voilà. Allez écouter la review de SmackDown les amis, vous comprendrez pourquoi je dis ça. Allez, on continue. Il y a eu une petite interview backstage avec Rude et Ziggler pour nous hyper sur l'Elimination Chamber Tag Team Match qui va se passer. Et derrière, on passe à un rematch du Royal Rumble, puisqu'on a le droit au United States Championship qui va opposer deux Mexicanos, puisqu'on a Andrade versus Humberto Carrillo. Et alors là, voilà un match qui va durer 12 minutes 20, donc il va être un petit peu plus court que l'opener. Finalement, bon là, on va avoir un peu une redite, hein, parce qu'on revoit à peu près la même chose que ce que nous font les deux gars, plus ajouter à ça Rey Mysterio et Angel Garza depuis quelques semaines. Et vous savez à peu près ce qui va se passer. Du coup, c'est un match plutôt rythmé. Ça, là-dessus, il n'y a pas de problème, hein. Les Mexicains, ils savent mettre du rythme entre les cordes. Il va se passer pas mal de choses. Le play-by-play en est même compliqué à vous faire tellement il va se passer beaucoup de choses, quoi. Épargne-toi ça, je pense. Ouais. Voilà, entre les phases de domination, Carrillo qui se relève, qui repart, qui va avoir quelques moments qui va placer son headbutt du haut du turnbuckle. Mais Andrade qui est toujours aussi stiff et qui va jamais laisser de répit à Carrillo. Le champion des États-Unis est quand même dans une belle hype, hein, depuis son retour à Super Showdown. Et alors je sais pas si tu l'as su, mais il a été chopé par la patrouille Andrade, hein, pour abus de mexicaine.
Et ouais. Donc il a été suspendu 30 jours pour tout dire, et il est revenu spécialement pour un Gauntlet match à Super Showdown, où il se fera battre. Mais depuis, il est revenu à Raw, et il enchaîne quand même les bons matchs. La foule de Philadelphie va être bien hypée. Ils vont avoir droit à des chants This is awesome. Carrillo va tenter un moonsault du coin, mais Andrade va le contrer. Il le renvoie la tête la première du côté du turnbuckle. Carrillo ne pourra pas éviter le gros running double knee de Andrade. Il va quand même se relever pour un compte de 2. Du coup, Zelina Vega, elle va être pas contente. Elle va arracher le tapis autour du ring pour qu'Andrade tente de blesser Carrillo avec le Hammerlock DDT. Mais le challenger réussit à s'en sortir. Il réussit à remonter sur le ring. Andrade, il s'engueule avec l'arbitre. Carrillo, il en profite pour passer un suicide dive au-dessus de l'arbitre. C'était un joli move, ça. Carrillo, il va enchaîner avec un crossbody au retour du ring. Andrade, il le contre avec un roll-up, mais c'est insuffisant. Les deux hommes enchaînent alors une série de roll-up. Ça, c'était assez particulier. Et c'est finalement sur cette série de roll-up que Andrade va réussir à piner Carrillo, tout en lui accrochant le pantalon. On n'est pas heel et on n'est pas fourbe pour rien. Et finalement, c'est Andrade qui conserve son titre et qui reste le champion des États-Unis. Raphaël, à toi la parole. Eh ben voilà, là on retrouve un peu le fuego latino oui, que j'ai vécu pendant 4 mois. Ça c'est bien, ça c'est sanguin, ça c'est latin. Déjà très bonne gestion de la carte, je trouve, parce que ça allait parfaitement bien après le match juste avant. Ça n'a rien à voir et beau changement de rythme. Moi je les découvre un peu. Alors Andrade je connaissais, beau gaillard effectivement. Un très très gros potentiel. Humberto Carrillo, je ne connais pas vraiment. Là, je suis en train de le découvrir. Je crois qu'ils ont l'air d'enfin avoir trouvé la WWE. Là, ils cherchent toujours des superstars latinos pour le marché mexicain. Ils ont essayé un temps avec Alberto Del Rio. Ils ont un peu essayé avec Sin Cara, tout ça, Kalisto, ça a moyen marché. Là, il y a du beau. Là, il y a du beau futur, je pense. Andrade, moi, ça reste c'est un de mes catcheurs préférés du moment, je pense. Carrillo, il a l'air pas mal. Rey Mysterio, bon, il n'était pas là ce soir, mais il a l'air quand même de très affûté pour son âge, comme toi d'ailleurs, Chris. Il faut rappeler vos similitudes avec le petit luchador mexicain. Pour ton info, d'ailleurs, Carrillo et Angel Garza sont cousins. D'accord. Oui, mais ils sont ennemis ou ils sont amis là en ce moment? Ils sont ennemis, ouais. Oui, c'est ça. Ça arrive entre cousins, ça arrive. Ah ouais, les histoires de famille. Ouais. Et du coup, c'est vrai que le fait de ne pas avoir trop suivi les weekly m'a peut-être évité un peu de redondance, parce que j'ai cru comprendre que tous ces gens-là s'étaient pas mal affrontés ces derniers temps. Ouais. Et du coup, j'ai beaucoup aimé la rencontre. Andrade fait un beau champion, je trouve. Alors dommage s'il avait été pris par la patrouille, mais je sens qu'on risque d'aller à WrestleMania vers un match multiple là, avec peut-être des échelles ou autre chose pour tous ces gaillards. Ça devrait envoyer pas mal. En tout cas, c'était un bon deuxième match du pay-per-view. Pour moi, ça commençait bien là, cette Elimination Chamber. Je sais pas si tu partages mon enthousiasme, peut-être un petit peu plus lassé s'ils font des moves un peu habituels. Non, même pas, parce que tu sais, moi je suis un aficionado du lucha libre style, donc moi. Oui, si on n'est pas lassé au bout de 35 ans, on le sera jamais. Ouais, voilà, ouais, moi ce genre de match, ça me ravit de toute manière. Et puis pour rebondir sur ce que tu dis sur le match des échelles, c'est exactement le souhait qu'on a eu avec Yerem, je crois, la semaine dernière ou il y a 15 jours. C'est que nous, on était partis sur un booking Fatal 4-Way, ladder match pour WrestleMania pour le titre US avec Andrade en champion qui conserve son titre jusqu'à WrestleMania. Et on serait totalement partant pour un match de ce style-là à WrestleMania, quoi. Et ben voilà, très bien. Vendu. Voilà, vendu. C'est parfait. Alors, on enchaîne avec l'un des gros morceaux de la soirée, puisqu'on a le droit au SmackDown Tag Team Championship, qui se passe dans l'Elimination Chamber. Oui. Et donc, avec 6 équipes, donc les Dirt Sheet versus Robert Roode, Dolph Ziggler, versus la Lucha House Party, versus les Heavy Machinery, versus le New Day, versus les Usos. Alors là, on va avoir un gros truc, quoi, alors, si vous avez suivi SmackDown, vous savez que donc Robert Roode et Dolph Ziggler ont gagné leur ticket pour rentrer les derniers dans la chambre. Et donc, la surprise du moment, ça est donc savoir qui allait commencer le match. Et en l'occurrence, ce sont les New Day et les Usos
qui vont débuter le match. Valeur sûre. Donc, ouais, valeur sûre. Alors là encore, on est dans un grand classique, hein, parce que les New Day et les Usos, là, ça fait quasiment des années dorénavant qu'ils s'affrontent. Oh bah donc, oui. donc quasiment la décennie, ouais. Presque la décennie qui vient de s'écouler, sachant que les New Day sont formés depuis 2014. On est déjà à au moins quasiment 6 ans d'affrontement entre ces deux teams. Donc évidemment, grosse alchimie entre les deux équipes. Ça passe à peu près tout ce qu'il faut. Biggie qui exécute son belly to belly sur Jimmy, ou sur Jay, je sais plus. Jimmy revient avec un crossbody. Tout ça pendant ce temps, ça se fait sous encore un public de Philadelphie qui est bien chaud. La troisième équipe qui va faire son entrée sans qu'il y ait d'élimination à ce moment-là, c'est les Lucha House Party. Alors là, Grand Metalik et Lince Dorado, puisque Kalisto est blessé, donc à l'heure actuelle, c'est Grand Metalik et Lince Dorado qui représentent la Lucha House Party, qui se font attaquer directement par les New Day. Finalement, ils se débrouillent pas trop mal, ils décident de s'en prendre aux jumeaux. C'est Jay qui se prend l'enchaînement maintenant classique des deux Mexicains qui se prend un Enzugiri de métallique, qui se prend après derrière un Springboard Stunner des Dorado. D'ailleurs, et un splash de métallique où d'ailleurs j'ai eu un moment de je me dis les Usos vont se faire sortir. Mais finalement, non, il réussit Jay à s'en sortir avec Jimmy qui casse un tombé. D'ailleurs, c'était un peu bizarre ce casser de tombé, parce que j'ai eu l'impression que Jay, il cassait le tombé sur Jimmy et pas sur un des mecs masqués. C'était un peu étrange. Du coup, tout ça part bien en vrille. Alors bon, tu me diras ce que tu en penses après, mais moi, ce qui me pose un peu problème des fois dans les Elimination Chambers, c'est que tu vois trop facilement les mecs qui dorment sur les côtés du tapis de la cage. Donc ça donne des moments un petit peu bizarres où tu en as 2 ou 3 qui se mettent dessus, puis tu as les autres qui sont en train de taper la sieste. Et ça, je sais que par exemple, Yerem n'est pas du tout fan de ce genre de truc. Mais bon, du coup, il y a quand même du rythme. En plus, dans ce genre de match, c'est très compliqué de pouvoir passer des soumissions. Donc, ça impose un gros rythme et ça impose une grosse intensité, et on y a droit. Donc, tout ce beau monde reste. La 4e équipe va sortir de la cellule, et en l'occurrence, la 4e équipe, ça va être les Dirt Sheets, les champions. Voilà, Miz et John Morrison qui rentrent dans la chambre. Donc là, ça s'envoie dans tous les sens. Morrison va nous gratifier d'un petit botch en essayant de tentant un springboard. Donc je pense qu'il n'échappera pas à Botchamania la semaine prochaine. Finalement, tout ça s'envoie, ça se cogne dans tous les sens, sous les chants des This Is Awesome, avec un Miz qui a d'ailleurs apprécié le moment. Il profite de ça, il est en plein milieu du ring, et alors en plus il est heel, donc c'est assez particulier quand même de le voir kiffer le moment des This Is Awesome. D'ailleurs, Kofi Kingston va en profiter de ce moment-là pour tenter de s'en prendre au Miz. Il va réaliser son enchaînement habituel, placer un boom drop. Il va tenter un Trouble in Paradise, mais il est contré par le Miz. Morrison en profite pour passer un Enzugiri. Biggie va casser un tombé. Biggie contre Morrison qui va tenter une souplesse. Mais Miz revient pour placer des yes kicks. Le fourbe, lui qui a volé les prises à Daniel Bryan, comment c'est pas beau ça. Et puis le New Day va nous sortir le combo Powerbomb Double Foot Stomp. Morrison va encore casser le tombé. Tout ce temps-là va profiter aux Heavy Machinery qui vont enfin pouvoir rentrer sur le ring. Et donc là, alors je savais pas si ça t'étais au courant, mais Otis et Tucker rentrent sur le ring, et Otis actuellement est le catcheur le plus over de SmackDown, qui en dit long sur ce qui se passe dans le show bleu à l'heure actuelle. Voilà, je dis ça comme ça au passage, je dis ça, je dis rien. Donc là, ça va commencer à s'envoyer dans tous les sens. Et là, on va avoir un gros spot du match, puisque Lince Dorado, pendant ce temps, est monté sur la structure. Il est monté tout en haut, il est suspendu tout en haut de la structure, et va nous faire un moonsault de 4 mètres de haut, quoi, sur les 3 équipes qui sont en bas. Ça, c'était quand même assez incroyable. J'ai essayé de chercher un peu dans le temps si c'était déjà arrivé un moonsault comme ça du tout en haut de la cage, et je crois que non. Je crois que ça n'était jamais arrivé. Comme ça me dit rien, non? En plus accroché à la grille, ouais, c'était... Ah ouais, non, là, je crois que c'était un truc un peu historique. Ça n'était jamais arrivé. Mais bon, ça va pas aider les Lucha House Party, parce que du coup, ils vont être la première équipe éliminée, puisqu'ils vont se prendre un Caterpillar des Heavy Machinery, et ils vont se faire sortir.
Voilà, donc Otis et Tucker, ils n'ont plus qu'à attendre l'arrivée de Dolph Ziggler et Robert Roode, vu que bon, Otis est en grande feu extraordinaire avec Dolph Ziggler à cause de Mandy Rose. Finalement, on a la 6e entrée avec Roode et Ziggler. Donc là, c'est reparti. Les deux routiers, puisqu'ils sont souvent appelés comme ça, vont tenter de forcer la cellule d'ailleurs. Mais ça va pas marcher. Ça va partir un peu dans tous les sens. Otis va se mettre à chasser Dolph Ziggler. Dolph Ziggler, il va tenter de monter sur le haut de la cellule. Il provoque Otis, qui lui dit de monter. Mais bon, là, le pauvre Otis, je vois pas comment il aurait pu faire pour monter sur la cellule de la chambre. C'est Tucker qui arrive finalement par derrière. Il balance sur le plexiglas avant de le faire tomber sur Otis, qui le rattrape, qui le balance à travers les cordes. Tucker, il voit les New Day arriver. Il se jette du haut de la cellule sur le quatuor. Donc, bon, vu le poids du Tucker, c'était quand même assez impressionnant, ce spot. Finalement, ça se balance dans tous les sens. Il va y avoir un espèce de spot un peu bizarre où là, il y a l'un des plexiglas qui s'éjecte sur les commentateurs mexicains. Heureusement, il n'y aura eu personne de blessé. Voilà, et puis finalement, il va se passer le truc que peut-être pas beaucoup de monde attendait. Et c'est que Roode et Ziggler vont réussir à placer leur combo Switch In Music Glorious DDT et ils vont éliminer les Heavy Machinery. Du coup, Otis qui est passé à travers à travers le pod, quoi, en fait. Hein, et il est hors de la cage. Hein. Ouais, c'est ça. Hein, il passe à travers la cage. Il va se retrouver hors de la structure. Il a beaucoup de mal à se relever. Il est aidé des Toubibs. D'ailleurs, les Toubibs interviennent hein, parce qu'on ne sait jamais. Et du coup, Dolph Ziggler, pendant ce temps-là, il se marre un peu de toute la situation, mais il ne voit pas Kofi Kingston et Big E qui arrivent par derrière. Ils se prennent un Trouble in Paradise et un Big Ending. Et ils se chopent un énorme double splash de la part des Usos. Et finalement, Robert Roode et Dolph Ziggler se font éliminer. Voilà. On n'a plus que 3 équipes dans le ring. Alors tout ça, désolé pour le play-by-play, les amis peuple de catch-up, hein, mais c'est un peu long, mais voilà, c'est un Elimination Chamber en plus qui aura duré 33 minutes. Donc il y a de la matière, comme dirait l'autre. Voilà, il reste plus que 3 équipes, les New Day, les Usos et les Dirt Sheet. Ça s'envoie. La rivalité éternelle entre les New Day et les Usos continue. Tout ça s'envoie dans tous les sens. Ça compte des tentatives de souplesse, ça se balance des kicks, ça se balance des souplesses, ça tente des crossbody. Finalement, Miz et Morrison vont profiter d'un moment où Kingston retombe lourdement sur le ring et ils vont éliminer les New Day. Et donc, on a un final avec les Dirt Sheet et les Usos. Donc là, on va avoir une des premières tentatives, peut-être même la première tentative de soumission du combat, puisque le Miz va tenter un figure 4 leg lock. Mais il va éviter un double super kick des Usos aussi, au passage. Finalement, Jey Uso se prend un skull crushing finale. Il doit subir donc le fameux figure 4. Il réussit à traîner le Uso vers le coin pour que John Morrison puisse placer son Starship Pain. Le frangin Uso, je les appelle les frangins, c'est plus simple. Le frangin Uso empêche le tomber. Il enchaîne sur un roll-up qui foire. Il continue sa lancée quand même en balançant un super kick. Mais Morrison se relève. Il veut l'envoyer sur le Miz. Ça passe par en dessous. Le Morrison retombe debout de l'autre côté. Il repasse par-dessus les cordes pour réaliser un double roll-up. Il coince Jey Uso avec les cordes et il remporte la victoire. Victoire des Dirt Sheet. Miz et Morrison conservent. Je suis épuisé, je suis fatigué. Je passe le relais à Raphaël hier. Voilà, bois un petit coup là, Chris. Ouais. Après toute cette lecture, je prends le relais. Merci déjà pour cette analyse très détaillée de ce match. Écoute, un match rythmé, c'est assez récent dans l'histoire de la WWE. L'idée de mettre des équipes dans l'Elimination Chamber, c'est pas mal parce que c'est effectivement là, on a 2 fois plus de mecs dans la cage. 10 catcheurs, quoi. Ça fait 10 ouais, 12. 10 je dis des conneries, 12 catcheurs. Ouais. 12, ouais.
Ça fait du monde, ça fait beaucoup de combinaisons. Alors c'est vrai qu'il vaut mieux rester focus sur ce que nous montre la caméra, et parce que c'est vrai qu'il y a eu des moments là, je crois que c'est les New Day notamment, Biggie et Kofi, il y a eu des moments où je pense je sais pas, pendant 10 minutes peut-être, on les a pas vus pointer le bout de leur nez, ça roupille ou autre. C'est pas facile d'écrire des histoires pour tout le monde dans un combat. C'est le petit inconvénient, comme tu l'as dit, il y a aussi des petits bots, il y a des moments de flottement. Moi, il y a un moment juste après l'entrée juste quand ils sont entrés, Heavy Machinery, là, alors je sais pas si c'était fait exprès pour laisser à Otis le temps de prendre un peu sa pop, mais les deux, là, il y a un moment, ils ont donné 2-3 coups en entrant, et puis après, ils se sont un peu tournés sur eux-mêmes. C'était assez étrange, il y a eu un moment où on dirait qu'ils savaient plus trop ce qu'ils devaient faire, à qui c'était le tour. Bon, ça reste des. Voilà, on n'aurait pas boudé notre plaisir. Moi, j'ai bien aimé cette rencontre. C'était vraiment bien animé. Euh, Très bonne idée de commencer par les vétérans New Day et Uso. Très bonne idée d'ajouter après la Lucha House Party qui a mis beaucoup de vitamines latino là aussi. Donc l'ordre était bien scénarisé. J'ai bien aimé le spot effectivement du moonsault là. J'ai bien aimé. Disons que ça a bien fonctionné auprès du public, le passage de Otis à travers le pod et le fait qu'il sorte de la cage. Bon, après, voilà, ils sont éliminés clean, hein, il faut dire ce qui est. Les Heavy Machinery, comme ils avaient perdu à SmackDown, relativement clean aussi. Donc le Roode et Ziggler, pour le moment, prennent le dessus dans cette feud. Mais bon, la feud à mes yeux, pas grand intérêt puisqu'ils n'ont pas trop la ceinture en jeu. Non, belle victoire. Je voyais pas trop qui allait pouvoir sortir gagnant. Miz et Morrison sont quand même assez relativement récents, on va dire, comme équipe, même si c'est une équipe qui s'est reformée d'il y a 10 ans, mais il faut un peu les reconstruire. Moi, ça me fait vachement plaisir de les revoir ensemble, de revoir Morrison et tout. Donc belle victoire. On verra. Et puis ça nous permet d'éviter soit les Usos, soit les New Day champions à WrestleMania, ce qu'on a quand même déjà vu pas mal. Donc, Ouais. moi, j'ai trouvé que les tag teams ont largement fait le taf pour ce pay-per-view qui était quand même, on en reparlera au moment de faire le bilan, je trouve un pay-per-view très très particulier au niveau du casting et des affiches et des absents et des main eventers, tout ça. Donc, les tag teams ont fait le taf. Je m'attendais à voir ce match-là en main event, en fait, je t'avouerai. Ah ouais, moi aussi j'étais un peu à la limite de ça. Dans la preview avec Ringside, on était plutôt annoncé une victoire de Roode et Ziggler, mais on avait annoncé ça un peu en mode inquiétude parce qu'on avait peur en fait qu'ils fassent gagner Roode et Ziggler pour nous mettre à WrestleMania un match Roode Ziggler versus Heavy Machinery avec Mandy, tu vois, Ringside pour nous hyper ce truc-là, quoi. Et finalement, les champions conservent et c'est peut-être pas plus mal comme ça. Oui, et puis ils ont été très discrets, on n'a pas vu Mandy Rose, donc ça, c'est pas Non. plus mal. Oui, c'est même très bien, même. C'est même une très bonne chose, ça. Voilà. Bah, écoute, ainsi se termine ce premier match de l'Elimination Chamber. Derrière, on enchaîne avec un no DQ match entre AJ Styles et Aleister Black, le Hollandais tatoué. Alors là, je sais pas si tu as un peu suivi. Voilà, ils sont en feud. Aleister Black est en feud avec les OC là depuis 2-3 semaines maintenant. Ça dure la petite affaire. Donc là, on va avoir un match. Alors, on va avoir un match déjà. Moi, j'ai été surpris parce que c'est un match qui a duré presque 24 minutes. Donc, moi, j'étais très très loin d'imaginer que ce match allait durer si longtemps. Donc 24 minutes. Et alors là, on aura eu droit à la totale là-dedans, puisque là, je pense vraiment que. Alors, Ringside, je te remercie encore pour ton info en bois d'hier soir, puisque Ringside, hier soir, m'a annoncé qu'AJ Styles était blessé et que donc il allait rien faire et que tout allait se passer avec Gallows et Anderson. Mais bien que nenni, AJ Styles était en super forme. A priori, oui. Ah bah ouais, il nous a livré un combat comme au plus beau jour. Donc ils étaient chauds patates les deux là. Donc c'est parti. Là, on peut dire qu'il y aura vraiment pas eu de round d'observation. Ça s'envoie direct. Black s'est acharné à beaucoup attaquer les jambes du leader du club. Mais bon, évidemment, personnes font le taf ringside en essayant de le perturber à chaque fois que c'est possible, sans intervenir véritablement, franchement, sur les 10 premières minutes du match, quoi. On a vraiment droit quasiment à un match très classique. Alors évidemment, on va nous sortir quand même
comme c'est un no DQ, on va avoir droit, entre autres, à un kendo stick. Le public va demander des tables. Black va sortir une table dessous du ring qui va monter à l'extérieur, sous les yeux de Gallows et Anderson, qui d'ailleurs vont rien faire du tout pendant tout ce moment-là. Après, ils vont aller chercher une chaise, ça va se donner des coups de chaise. Donc on a vraiment tout le classique d'un no DQ avec les différents, avec comment dire ça, tous les différents outils mobiliers, etc., qu'ils pourront trouver à ce moment-là. Et je trouve que c'était plutôt pas mal, quoi. Black va même contrer des style scratch. Il va tenter un Lion Salt aussi en style Chris Jericho, mais Styles va le contrer. Donc décidément, les deux mecs, on a même l'impression que les deux mecs se connaissent tellement bien qu'ils contrent tous leurs moves majeurs. Finalement, quand même, Gallows et Anderson vont finir par vraiment intervenir de plus en plus sérieusement dans le match. Et tout à coup, mais que se passe-t-il? On entend un son, je crois, le son le plus identifiable de l'histoire de WWE, puisque le gong de l'Undertaker va retentir. Et oui, la salle va être plongée dans le noir. Et quand la lumière revient, le Taker est au milieu du ring, tenant par la gorge Gallows et Anderson. Styles, voyant ça, se prépare pour un phénoménal forearm. L'Undertaker se retourne et claque un chokeslam de meilleure qualité que celui qu'il lui avait mis la dernière fois. Et fracasse donc AJ Styles au milieu du ring. Derrière, Aleister Black va pas demander son reste, va en profiter pour placer un gros Black Mass. Voilà, gros Black Mass. Le phénoménal, il tombe KO. Aleister Black, il se relève difficilement, mais il vient porter le pin. Et donc, on a Aleister Black vainqueur grâce à l'intervention de l'Undertaker. Et alors là, on a un Raphaël collé. Scotché. Ouais, non, je trouve que ce no DQ a été très très bien scénarisé. Il était peut-être un petit peu long. Moi, j'ai trouvé qu'à un moment donné, ma concentration baissait à ce moment-là du pay-per-view. Mais c'était hyper bien pensé parce que AJ Styles, il est accompagné de Gallows et Anderson, mais ça reste AJ Styles. Et j'ai trouvé que la non-intervention de ces deux partenaires pendant au moins 15 minutes, je pense, était tout à fait légitime dans l'idée où AJ Styles est quand même un mec qui veut asseoir un peu sa domination de meilleur catcheur au monde. Et comme il s'en sortait plutôt pas mal, ça m'a paru tout à fait légitime. Il y a eu une grosse séquence de kendo stick là, puis quand c'est Black qui a récupéré le kendo stick pour l'utiliser sur AJ Styles, il s'est pas retenu. Il a sorti tous ses coups. La table aussi, tu l'as dit, il y avait une chaise coincée dans le coin du ring sur laquelle AJ Styles a fini. Enfin, on a vraiment eu un bon gros vrai match no DQ 1 contre 1. Après, on a lâché les chiens, on a fait ce qui était un peu prévisible, les trois qui se mettent à 3 contre 1 sur le pauvre Aleister Black. Et du coup, ça se sentait un petit peu venir quand même. Moi, je pensais que ça allait peut-être intervenir en fin de rencontre ou un prochain weekly. J'avais du mal à imaginer l'Undertaker là lors de ce Elimination Chamber, mais j'avais suivi quand même la tension qui était née entre les deux hommes depuis l'Arabie Saoudite et puis à Raw, on en avait déjà un petit peu reparlé. Et AJ Styles a tenté aussi de faire un tombstone pile driver dans le match qu'il a pas réussi à passer. Ouais. Donc ça, c'est d'une logique implacable. C'est une victoire de prestige pour Aleister Black et ça nous book. Ça nous book un WrestleMania, moi, qui est tout à fait, qui me convient tout à fait. Là. Le Phenom contre le Phenomenal One, ça me plaît bien. Je pense que AJ Styles peut tout à fait porter un bon match contre l'Undertaker. Bon, ça dépend du niveau de l'Undertaker, mais on l'a vu l'an dernier. C'était l'an dernier quand il était en tag team avec Roman Reigns, là, je sais plus, mais bon, peut-être que l'Undertaker peut encore faire un truc correct. Et puis contre AJ, enfin voilà, quel prestige pour AJ Styles
d'affronter l'Undertaker à WrestleMania, ça semble parti pour. Moi, je suis tout à fait content pour lui. Aleister Black, du coup, on sait pas trop ce qui va lui arriver par la suite, mais bon, voilà quoi, on sent que c'est un mec qui est dans la place et sur qui on va compter dans les années à venir, parce que là, il a délivré la grosse marchandise, donc bah écoute, on continue sur un pay-per-view de très bonne facture, hein. Après l'opener, après les Mexicanos et les tag teams, là on a encore quelque chose de très différent. Là, on vient d'avoir vraiment 4 matchs très différents les uns des autres et un beau menu, j'ai trouvé. Enfin, je sais pas si a priori, tu as l'air d'être tout aussi enthousiaste, tu as bien aimé cette confrontation de style. Ouais, et puis pour le coup, moi, tu vois, alors là, c'est bizarre, mais en fait, j'ai été surpris, moi, de l'arrivée de l'Undertaker. Mais vraiment, je pensais pas du tout à lui pendant le combat, tu vois. Et bon, et moi, je m'attendais à une défaite d'Aleister Black. Et donc, du coup. T'as été surpris sur toute la ligne. Ouais, pour le coup, ouais, parce que, en fait, si tu veux, on avait envisagé avec le ringside vraiment un match plein d'overbooking où Aleister Black allait se faire démolir par les Aussie, quoi, tu vois, et petit à petit, et puis que il allait pas réussir à sortir du piège. Et du coup, j'avais complètement sorti de l'équation la présence du Fossoyeur, quoi. Et donc, c'était plutôt une bonne surprise. Moi, ça m'a plutôt bien plu. Et puis, il a réussi son Chokeslam parce que la dernière fois, ça avait été une catastrophe. Et donc, voilà, on va voir dans quel état physique est l'Undertaker. Mais en tout cas, je suis content pour AJ Styles parce que je pense que pour lui, c'est une espèce de dream match, tu vois. Je pense que dans ses rêves les plus fous, il pensait que peut-être qu'il n'affronterait jamais l'Undertaker. Et puis bah là, ça y est, là, il est aux portes là, dans 27 jours. Là, il va avoir son match face au Taker. Et je pense que pour Styles, ça doit être un kiff absolu. Tu m'étonnes. On aimerait nous aussi, hein. T'aimerais pas être à 27 jours d'affronter l'Undertaker à WrestleMania, toi? ouais, pourquoi pas, ouais, pourquoi pas. Ça pourrait être sympa, ouais. Peut-être l'an prochain, ouais. Il faut que j'en parle au directeur de l'EHPAD. Peut-être qu'il peut me monter un truc comme ça, quoi. Ça peut être sympa. Ah, je pense, ouais. Surtout que bah, moi, comme j'ai Sting comme voisin de chambrée, du coup, il y aurait peut-être même moyen d'organiser un triple menace, quoi. Ah, ouais, là, t'es ambitieux, là. Ah, bah ouais, bah écoute, hein, quitte à faire du booking, autant faire un gros booking, quoi. T'as raison. Non, mais c'est mine de rien, l'Undertaker avait complètement était passé complètement inaperçu lors du dernier Road to WrestleMania, hein. Il n'a pas eu de match, il a rien fait, personne n'en a parlé, mystérieusement. Et écoute, s'il estime être toujours en capacité de catcher, espérons qu'il fera un peu plus que dans les apparitions qu'il a en Arabie Saoudite, mais ouais, espérons, ouais. Écoute, moi j'y crois. Avec AJ Styles dans l'affaire, ça peut bien se passer. Voilà, c'est le retour de la positivité avec Raphaël. Profitez, les amis, profitez! Hey, yes! Yeah! Putain, AJ Styles. Raphaël, yeah! Yeah! Alors, ça fait rêver. Ouais, bah ouais, ça fait rêver, ouais. Alors, derrière, on enchaîne avec le Raw Tag Team Championship. Alors là, pareil, pour toi, ça a dû être quand même parce qu'en 4 mois, Seth Rollins est devenu heel. Il n'était pas encore heel au moment où tu es parti. Ah non, moi je l'ai quitté, c'était un tout gentil garçon. Moi je l'ai quitté, et, enfin, il filait du mauvais coton parce que moi quand je suis parti, il venait de. Comment pourrait-on dire ça? Il venait de gagner un Hell in a Cell il venait de perdre un Hell in a Cell par disqualification sur The Fiend. C'était pas très. Ah ouais. Pas un très très bon choix. Mais elle m'a l'air. Alors, du coup, j'ai pas suivi tous leurs agissements, mais elle est pas dégueu là, cette petite association à 4 là sur le principe. Et j'ai vu donc mon premier Raw depuis 4 mois ce lundi, et le match, ce match-là, donc les Street Profits contre Rollins et Murphy, avait pas été mauvais. Pour un weekly. Alors après, là, la revanche 6 jours après, c'est toujours un peu délicat. Donc voilà, c'était surprise. Qu'est-ce que ça allait pouvoir donner, mais oui, ça a beaucoup changé la scène tag team à Raw, hein, visiblement, en mon absence. Ouais. Donc du coup, les Street Profits sont champions. Ouais, déjà. Ils ont pris le titre lundi dernier à Seth Rollins et Buddy Murphy. Ou Murphy, maintenant on ne sait plus comment il faut l'appeler, Buddy ou Murphy ou Buddy Murphy. Donc voilà, tout le clan du Messi de Monday Nitro débarque. Et c'est parti pour un match qui va durer 18 minutes 30. Ouais, long match. Un long match, beaucoup plus long que celui qu'ils ont eu lundi dernier. Les Street Profits sont rentrés sous une pop stratosphérique. Le public de Philadelphie était visiblement très content d'avoir les Street Profits en tant que champions. Et là, on va avoir
un match alors là, super rythmé avec un Montesford qui, je pense, excusez-moi, avait avalé 1 kilo d'amphétamine avant le début du match, parce que le Montesford, il était remonté, mais comme une pendule. Ça va s'envoyer, mais dans tous les sens, avec un Murphy qui laisse pas sa part au chien, hein, parce que malgré qu'il soit avec Seth Rollins, l'Australien, il a vraiment son spot. Et comme il est impressionnant physiquement, qu'il a tout un tas de bons moves, et bah du coup, ça donne une bonne alchimie avec les Street Profits. Moi, je trouve que ça colle bien entre les quatre. Et donc du coup, on aura eu droit un peu à la totale de tag team, quoi, avec des blind tags, avec des moments forts pour chacune des deux équipes, avec les AOP qui traînent ringside et toujours prêts à à mettre le beans. Rollins, lui, de son côté, il va aussi un peu, il est dans son rôle de heel, donc il va tenter de déconcentrer l'arbitre pour permettre à Akam et Rezar de s'en prendre à Montesford. Et à ce moment-là, c'est ce qu'il fallait pour que les Viking Raiders interviennent aussi, puisqu'ils reviennent du pré-show et ils s'en prennent aux Authors of Pain pour rentrer dans un beatdown ringside. Et finalement, ils vont rentrer en coulisses tous les quatre. On ne saura pas ce qui se passera par la suite. Pendant ce temps, Rollins, il a ramené Ford sur le ring et le garde au sol pour que Murphy, lui vienne des coups en fourbe. Voilà. Ça va continuer à se mettre des coups, ça va continuer. Les Street Profits vont commencer un peu à dominer un peu plus. Mais Rollins, il va contrer un gros missile dropkick, une des grosses spécialités d'ailleurs des Street Profits. Ça. Dawkins va pas laisser sa part au chien aussi. Dawkins a été bon. On le présente souvent un petit peu comme le maillon faible des Street Profits. Mais Dawkins fait quand même un bon match, quoi. Voilà, qu'est-ce qui va se passer là-dedans? Il va se passer, ils vont nous sortir un petit peu tout, quoi. Murphy et Rollins quand même travaillent vraiment bien en équipe. Murphy, il va sortir un diving double knee sur Ford, pas piqué des verres. Dawkins intervient, il écarte Rollins du ring. Murphy, lui, il a du mal à contenir Ford parce que Ford, il est tellement surexcité que de toute façon, on ne sait pas comment ça va se passer. Dawkins, il va venir aider Montesford pour placer une double superplex, bien spectaculaire, ma foi. Et Rollins, d'ailleurs, je crois même ça va même être pire que ça, parce que je crois que Rollins, oui, c'est ça, Rollins, il va arriver et il va transformer ça en Tower of Doom. Voilà, qui est toujours un move assez spectaculaire. Et à la sortie de ce Tower of Doom, qui c'est qui arrive dans le public avec son paquet de popcorn? C'est le Kéké, c'est le Kevin Owens. Voilà, tranquillou, peinard, en futal, son sachet de popcorn, il vient s'asseoir tranquillement sur la Spanish Announce Table. Évidemment, Rollins, qui lui est ringside à ce moment-là, il va venir le confronter. Et la seule réponse que va trouver le Kevin Owens, c'est de lui balancer du popcorn en pleine figure. Voilà, donc du coup, le Rollins, il ne voit pas arriver Dawkins qui est au taquet et qui le balance dans les barrières d'insécurité, sous d'ailleurs le regard d'Owens, un regard vide. Et du coup, Murphy se retrouve isolé. Et il ne peut pas résister au travail de double team des Street Profits, et qui termine le match sur un frog splash de Montesford. Les Street Profits conservent après un match assez haletant. À la fin du match, Kevin Owens va monter sur le ring pendant que Rollins, il trouve le moyen d'engueuler Murphy quand même. Pas très sympa, je trouve. Et du coup, il va se plier un stunner de la part du Québécois. Et puis, Kevin Owens va s'en aller, et tout en s'en allant, il va en profiter pour vider son paquet de popcorn sur la tronche de Murphy qui est en train d'agoniser ringside. Et voilà, les Street Profits conservent. Qu'est-ce que tu as pensé de ce Raw Tag Team Championship, mon Raphaël? Écoute, tu nous l'as décrit vraiment dans le détail et d'une façon très enlevée, donc j'imagine que toi, tu as bien apprécié le rythme. Moi, je dois avouer que à ce moment-là du pay-per-view, alors c'est peut-être une question d'horaire, de timing, j'ai commencé un peu à décrocher parfois. Le match était peut-être un petit peu long pour moi, mais on a quand même eu un bon... Disons que c'était peut-être, depuis le début du show, le match le plus classique dans son déroulé, comme tu l'as dit. Un match tag team avec des blind tags, des méchants qui sont méchants, qui tapent dans le dos de l'arbitre. C'était un petit peu moins original que le No DQ d'avant, ou le Elimination Chamber, ou tout ça. C'était un peu plus habituel, mais on avait de la qualité évidemment sur le ring. Alors mon petit bémol, comme pour lundi, hein, le côté AOP gros costauds qui ont l'air d'être les
les éléments perturbateurs et puis qui, à la moindre perturbation, finalement finissent par partir se battre en coulisses si on les revoit plus. Je sais pas s'ils sont très très fiables ces deux gaillards, mais c'est un peu surprenant pour moi aussi. Peut-être est-ce que c'est ce retour après 4 mois de voir Rollins. Pour moi, c'est quand même Rollins, quoi. C'est quand même double ou triple ou je sais plus combien de fois champion du monde et tout. Il fait jeu égal. Bon, ils sont bons, hein. Et Montez Ford, effectivement, c'est un gars qui a énormément de potentiel et qui est complètement survolté et qui vit son moment là. Des fois, on dirait presque The Rock dans ses mimiques faciales ou ses jeux de bras, ses mouvements pour exciter la foule. Bon, j'ai trouvé que oui, c'est un peu plus difficile de faire passer Rollins parfois pour un newbie. Là, des fois, il se fait prendre. Genre quand le coup bateau du catcheur qui fonce tête baissée là sur son adversaire et puis Dawkins, hop, il se penche pour baisser la troisième corde et Rollins il tombe. Ça, je me suis dit, bon, de la part d'un champion du monde, c'est un peu couillon de se laisser avoir. Mais en tout cas, c'est parti un peu dans tous les sens et c'était vitaminé, ça c'est sûr. Donc moi évidemment j'ai pas tout suivi de cette rivalité avec Kevin Owens dans l'affaire. Je ne sais pas trop ce que ça donne et d'où ça vient, pourquoi ça se poursuit. Enfin j'imagine on attend un match, un individuel Rollins Owens sûrement. Après c'est un peu étonnant de les voir assez loin des enjeux et des ceintures majeures ces deux-là. Encore une fois il y a des main eventers qui sont plus trop main eventers maintenant, mais bon écoute. C'était plutôt un bon match, mais j'ai été ça m'a moins accroché que les autres rencontres qu'il y avait auparavant. Un peu plus classique dans le déroulé d'un match tag team. Mais je pense que c'est une bonne idée de capitaliser sur les Street Profits en ce moment, vu la pop et l'énergie qu'ils ont, comme tu disais. Oui. Ouais, et puis ils ont pris le titre que lundi dernier. Hein. Oui, c'est tout récent, bien sûr. Donc bon, c'est vrai que ça aurait été bizarre de les voir reperdre le titre quasiment, même 6 jours plus tard. Donc oui. Bon. Moi, je t'avoue que j'espérais quand même qu'ils allaient conserver, quoi, pour qu'on leur donne un Oui. run un peu. Et puis parce que si tu veux, notre inquiétude sur le Discord ces derniers temps, c'était qu'ils soient un peu victimes de la malédiction NXT, tu vois, et des tag teams. Je sais bien. Voilà, qui prend le titre et puis à leur arrivée presque, et puis qui finalement le perdent et puis ils disparaissent dans les limbes. Bah, là, en tout cas, avec cette tag team là. Et en plus, avec leur petite gimmick là, du gobelet rouge, ils ont de quoi faire des images super sympas à WrestleMania du public si ça accroche bien. Donc je pense qu'ils vont les garder en bonne place au moins jusque-là, ça c'est sûr. Après, on sait jamais, mais. Ouais, on verra la suite. Ouais. Parce qu'effectivement, ça pose question sur s'il y a un programme Rollins versus Owens, qui vont affronter les Street Profits à WrestleMania pour le titre par équipe. Pour le moment, là, oui, ça reste un peu. À moins qu'enfin on se décide à refaire catcher les AOP. Ouais, ça pourrait, mais là, je ne sais pas trop ce que ça donne. En tout cas, bon, là, pour Rollins et Murphy, 2 défaites en une semaine, je pense qu'on a tourné la page. Là, il faut passer à autre chose, en tout cas. Ouais, je suis assez d'accord. Oh, et bah voilà, et bah du coup, on va continuer. Donc pour l'avant-dernier match de cette carte, qui n'est autre que l'Intercontinental Championship, et qui va donc voir s'affronter Braun Strowman versus la Toxic Society, Sami Zayn, Cesaro et Shinsuke Nakamura. Alors bon, un match court, hein, un match qui va durer 8 minutes 30. Un match rapide, mais bon, la bonne nouvelle de ce combat, c'est que Sami Zayn est de retour véritablement dans le ring, puisque là, c'est le premier vrai match depuis des mois là, auquel il est vraiment impliqué physiquement et dans lequel voilà, il donne pas sa part au chien, et ça, c'était plutôt la bonne nouvelle. Ça m'a plutôt fait plaisir, même si bon, tu me diras ce que tu en as pensé, mais j'ai trouvé que Sami Zayn était dans une forme physique très relative, quoi. Et puis il avait une tenue assez moche, une espèce de pantalon là qui, enfin, je sais pas, ouais, kaki, mais je sais pas, qu'il le dessinait pas très bien. Enfin, c'était bizarre, quoi. Voilà, quoi. Donc bon, bah voilà. Donc du coup, on se retrouve dans un handicap match à 3 contre 1. Donc le monstre, aussi monstre soit-il, il va quand même avoir pas mal de difficultés tout au long de ces fameuses 8 minutes. Même si quand il se retrouve dans situation de 1 contre 1, bon bah le Braun il prend quand même le dessus, mais à chaque fois il va se retrouver en 1 contre 1, 2 contre 1, 3 contre 1. Donc il va prendre
cher malgré tout Strowman, même s'il aura ses faces, quoi. Nakamura va être celui qui va prendre très cher d'ailleurs dans ce combat. Des trois, c'est celui qui va prendre le plus cher, je pense. Hein, c'est celui qui passe le plus de temps, ouais, je pense, sur le ring. Ouais, je pense que c'est celui qui passe le plus de temps sur le ring. Ouais, là, on n'a pas de décompte de ce genre de choses, mais effectivement, je pense que c'est celui qui va affronter le plus le monstre parmi les hommes. Ils vont tenter d'ailleurs de le maintenir au sol. D'ailleurs, c'était plutôt bien joué tactiquement, ça, puisqu'ils vont essayer de profiter de l'obsession finalement de Strowman pour Sami Zayn, pour venir le mettre à terre, lui mettre des coups de genoux, le garder au sol, lui coller des beatdowns, etc. Zayn d'ailleurs est très marrant, je trouvais, parce qu'il jubile en fait à chaque fois où Strowman se retrouve en difficulté et où ils se prennent. Zayn jubile complètement de la situation. Donc du coup, ils en profitent pour passer des relais très très rapidement. Cesaro va être le premier à tenter un tombé sur le Strowman, mais c'est raté. Et puis après, qu'est-ce qui se passe? En fait, ça sera la tactique pendant les 8 minutes. Hein, ça sera tenter de garder le Braun Strowman au sol, qui à chaque fois se relèvera plus ou moins, reviendra petit à petit, réussira à mettre quelques coups et à mettre un peu KO, Cesaro et Nakamura. Strowman, il va vouloir son petit parcours, là, son Soul Train autour de ringside pour choper le Sami Zayn. Donc il va fracasser Cesaro et Nakamura autour du ring. Mais Zayn va réussir à le déconcentrer tout en s'enfuyant. Il va même aller se cacher sous le ring, le Strowman. Et ça, c'était pas un bon plan, parce que du coup, Cesaro et Nakamura le rattrapent et ils le balancent dans les escaliers. C'est le tournant du match. Ouais, c'est le tournant du match, parce que là, au retour sur le ring, Strowman, il se prend un Kinshasa avec un premier tombé de Nakamura qui foire. Cesaro, il va tenter un neutralizer. Strowman va le contrer. Il va tenter un running power slam. Et d'ailleurs, en mettant une droite au passage à Nakamura, ça, j'ai trouvé ça très bon. Mais Zayn va réussir à sauver son équipier. Et puis finalement, ils réussissent à envoyer le monstre dans le coin qui est plus ou moins assommé. Là, il va se prendre un nouveau Kinshasa dans le coin, sous les hauts cris de Corey Graves. Il va passer la main à Sami Zayn. Et là, ils vont préparer le grand final. Et Cesaro et Nakamura vont exécuter une souplesse, et dans laquelle Zayn va venir décocher son Helluva Kick. Et le japonais et le suisse, tout à coup, s'en vont du ring. Et il laisse Zayn remporter son tout premier titre depuis qu'il est dans le roster principal. C'est quand même à signaler. Et we got a new champion, Sami Zayn, nouveau champion intercontinental, peuple de catch-up. Quel drôle de match et quelle surprise. Alors déjà, oui, donc c'est un match intercontinental à 3 contre 1. Ça aurait pu être un questionnement. Hein, qu'est-ce qui se passe? Qui pour porter le pin? Est-ce qu'ils se sont arrangés? Est-ce qu'il va y avoir des tensions entre les trois? Est-ce que voilà, si Cesaro essaye de devenir champion ou Nakamura, est-ce que les autres vont le laisser faire? Non, franchement, là, on a eu, j'ai envie de dire, on a eu une leçon de catch de la part des trois. Ils ont eu des difficultés. Ça, c'est évident, parce que Braun Strowman, c'est le monstre parmi les hommes et qui peut pas apparaître faible non plus. Mais vraiment, je sais pas, est-ce que c'est d'avoir fait 4 mois de disette? Mais je vois les choses plutôt du côté positif, et j'ai trouvé ce match vraiment profitable à tous, parce que Strowman n'est pas apparu faible, il est apparu monstrueux comme d'habitude. Tu l'as dit, là, quand il porte Cesaro sur les épaules et qu'il fout une droite à Nakamura, il est monstrueux. Il est monstrueux tout le temps. Et en même temps, les autres ont pas jobé, quoi. C'est pas comme au Rumble contre Lesnar. Là, Cesaro et Nakamura ont vraiment un peu essuyer des coups. Sami Zayn était vraiment très protégé, donc on a compris en fait à cette fin de match qu'il y avait sûrement une stratégie, quoi. Il y avait un plan depuis le début du match d'affaiblir Strowman petit à petit. Bon, le move du finisher, je sais pas, si moi c'est la première fois que je le voyais, j'ai pas trouvé très enfin, c'est pas très spectaculaire, je trouve, d'essayer de mettre un Helluva Kick au milieu d'une souplesse, mais bon, c'était la première fois, hein. C'était la première fois qu'il le faisait. C'est la première fois. Moi, je les avais jamais vus faire ça, hein. D'accord, écoute, on va dire qu'on y croit en tout cas, et puis voilà, quoi, ils ont réussi. Ils étaient 3 contre 1, la moindre des choses était qu'ils gagnent, mais bon, c'était pas forcément évident. Moi, j'y croyais pas du tout, en tout cas au début de cette rencontre. Je pensais que Strowman allait encore nous faire une
une démonstration un peu comme quand à WrestleMania il y a quelques années il avait battu, c'était déjà Cesaro et Sheamus d'ailleurs, à lui tout seul quasiment avec le petit Nicolas. Non, on est passé à toute autre chose et c'était bien et c'est vachement bien pour Sami Zayn, ça fait plaisir. Effectivement, c'est très 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 bizarre cette carrière de Sami Zayn depuis quelques mois. Du jour au lendemain, il est passé de catcheur à manager sans plus jamais catcher, sans qu'on sache trop pourquoi. Enfin, je sais pas si quelqu'un pendant mon absence Il était blessé. il a été longtemps blessé, Ouais, d'accord. il a été longtemps blessé, ouais. D'accord. Mais pour moi, c'est aussi une révélation déjà. Donc ça fait 5 ans qu'il est dans le main roster, paraît-il. Moi, il y a 5 ans, j'aurais vu pour ce gars une carrière de high flyer, technicien, de voleur de show, mais jamais j'aurais imaginé de babyface. En plus, jamais je l'aurais imaginé aussi bon heel et aussi bon au micro, ou comme tu l'as dit là, à jubiler. Enfin, il est hyper expressif et je pense que c'est une vraie révélation là des derniers mois. Sami Zayn, tout ce qu'il peut faire dans l'entertainment et pas juste dans le pure wrestling. Donc je ne sais pas ce que ça va donner pour ce titre qui est quand même ton titre favori, le titre historique, le titre intercontinental. Mais je suis pas loin de préférer le voir sur les épaules de Sami Zayn que sur celle de Braun Strowman qui lui aussi attendait un titre depuis très longtemps. Mais oui, ça m'a plutôt plu, moi, toute cette histoire. Je sais pas si tu partages mon avis, mais ouais, alors il faut que Sami Zayn il retourne un peu à la salle, mais par contre, pour le coup, je suis très content pour lui parce que quand même, ouais, ça paraît même incroyable de se dire que c'est le premier titre de Sami Zayn dans le roster principal. C'est quand même assez extraordinaire. On aurait même pu penser qu'il aurait gratté au moins un tag team, tu vois, au cours des années avec Kevin Owens, par exemple. Mais ça n'avait même pas été le cas. Donc finalement, le voir prendre le titre intercontinental, moi je suis content pour lui, quoi, avec tout le boulot qu'il fait au micro et puis on peut lui reconnaître aussi le fait qu'en étant blessé, etc., il a pris en charge ce petit clan là avec Nakamura et Cesaro et du coup c'est plutôt sympa. J'ai trouvé que voilà, moi je trouvais ça assez incroyable de nous sortir un handicap match à 3 contre 1 dans ces conditions-là. Et ils s'en sont bien tirés. J'ai trouvé que tactiquement, c'était plutôt bien géré. Et voilà, je suis surtout content pour Sami Zayn en fait dans cette affaire. Oui, moi aussi, mais je suis assez satisfait. Enfin, cette alliance des trois est pas mal, je pense, pour le futur. Ils peuvent faire d'autres choses sympas aussi. C'est 3 catcheurs qui. Avoir le programme pour WrestleMania. C'est bien le problème là on a tous des ambitions très hautes pour tout le monde puisque bon, c'est WrestleMania, faut pas se louper quoi. Ouais, tu m'étonnes. Comme tu dis, faut pas se louper, ouais. Voilà, ouais, c'est carrément. Je pense que là, sur le titre intercontinental, il va falloir quand même que vite, il se passe quelque chose de un peu plus construit, quoi. Mais bon, écoute, en tout cas, moi, ouais, voilà, la satisfaction, c'est ce qui se passe par rapport à Sami Zayn. Ouais. Donc, voilà. Juste, Sami, un petit tour au workout du Celtic Warrior, par exemple. Ça va te remettre en forme. Je m'étonne. Voilà. En plus, il fait des réductions pour les rouquins, je crois. C'est très bon. Voilà. Et écoute, on arrive. C'est l'heure du main event. Ouais. Il semble que ça manque un peu de fil là jusqu'à présent. Après presque 4 heures de pay-per-view, parce que ça aurait été quand même un pay-per-view quand même assez long, voire très long. Et pour le coup, le main event, c'est les femmes sont à l'honneur. Et on a donc le number 1 contender Raw Women's Championship dans l'Elimination Chamber, avec un match qui nous oppose donc Asuka versus Sarah Logan versus Liv Morgan versus Shayna Baszler versus Ruby Riott versus Natalya. Un line-up wouh! Et voilà, un line-up assez incroyable, quoi. Donc bon, à la différence du tag team match de SmackDown, là, on savait pas qui allait commencer, on savait pas qui allait finir. Donc ça, c'était bien, ils avaient gardé la surprise. On va avoir droit à un match de 21 minutes. Donc, comparé aux 33 minutes des hommes, là, déjà, il y a quand même un petit différentiel. Et donc, c'est Ruby Riott et Natalya qui vont ouvrir. Alors, les entrées, les 6 entrées très longues des 6 filles.
Mais c'est donc bien Ruby Riott et Natalya qui vont ouvrir le match, quoi. Et Ruby Riott qui va nous être vendue très dominatrice, quoi, qui va attaquer directement Natalya et qui va prendre l'ascendant. Hein. Mais en même temps, elle se chauffe pas mal avec Liv Morgan qui est enfermée dans sa cellule. Et donc du coup, justement, elle se chauffe avec Liv Morgan et elle a tort, parce que ça permet à Natalya de renverser la situation, d'écraser Ruby Riott sur les chaînes, de lui exécuter un sharpshooter. Mais bon, Ruby réussit quand même à s'en sortir, à projeter Natalya sur la cellule de Liv, parce que tout se passe dans le coin de la cellule de Liv Morgan. Pendant ce temps, d'ailleurs, on voit qu'il y a Becky Lynch qui est devant un écran télé et qui regarde un peu tout ce qui se passe. Ruby Riott va coller une senton avec l'aide des chaînes à Natalya. Du coup, tout ça va nous emmener à l'entrée de la numéro 3 qui ne veut être autre que Sarah Logan. Donc Sarah Logan qui est un petit peu repackagée ces derniers temps, qui met du maquillage, qui porte des tenues camouflage. Voilà, quoi, on essaye de nous la présenter un petit peu plus dangereuse que ce qu'elle était auparavant. C'est peut-être pas plus mal parce que je crois qu'elle a vraiment besoin d'être d'un peu hypée, parce que là, c'est vraiment, vraiment pas le cas. Et du coup, Sarah Logan, elle va foncer directement sur Natalya pour lui coller un dropkick, sans prendre ensuite à Ruby en la chassant toujours sur la cellule de Liv. Je sais pas ce qu'ils avaient avec la cellule de Liv Morgan, là, mais ils n'arrêtaient pas de se battre autour de la cellule de Liv Morgan. Natalya va s'en sortir quand même pas trop mal. Elle va réussir à coller une powerbomb à Ruby. Sarah Logan, elle va monter, elle va coller un suicide dive. Ça continue à monter dans les échanges. Elle aussi, on va avoir aussi un Tower of Doom avec Natalya, Sarah Logan et Ruby Riott. Et là, tout va basculer, puisqu'en numéro 4, on a l'entrée de Shayna Baszler. Et donc, la Brock Lesnar au féminin va rentrer. Et alors là, elle va faire un ménage, mais alors démentiel. Brock Lesnar n'a même jamais fait ça, je pense. Ah ouais, je sais même pas si Brock Lesnar. D'ailleurs, je sais même pas si Brock Lesnar a déjà participé à un Elimination Chamber. Mais en tout cas, là, l'entrée de Shayna va être assez incroyable, puisque donc elle va rentrer, elle va faire un ménage, mais alors top of the top. Elle va dégager Natalya du ring, elle va placer plusieurs gut wrench suplex, elle va mettre un gros knee strike à Sarah Logan. À la sortie de ce knee strike, d'ailleurs, comme Sarah Logan est complètement out, elle va lui placer son Kiri Fuda Clutch. Et donc, du coup, Sarah Logan dégage en 40 secondes. Derrière, Shayna Baszler, elle va pas perdre son temps. Hein. Elle, les RTT, tout ça, elle connaît pas. Hein. Donc, elle va s'attaquer à Ruby Riott. Et elle va placer exactement le même combo à Ruby Riott. Knee strike, Kiri Fuda Clutch. Au revoir, Ruby Riott. Et derrière, qui arrive, c'est Natalya. Hein. Natalya qui avait jusqu'à présent fait plutôt un bon combat. Mais Natalya, du coup, elle est emmenée dans une cellule qui est vide, où elle va se prendre des violents coups de porte dans la gueule, sur le corps, enfin un peu partout. Et puis finalement, elle aussi, elle va se prendre un Kiri Fuda Clutch, mais elle va même pas avoir la force de taper, puisqu'elle va carrément s'évanouir, Natalya, quoi. Et donc derrière, alors là, il y a un espèce de no man's land, un espèce de gros passage super long, avec Shayna Baszler au milieu du ring qui ne fait rien hormis un peu gesticuler, avec un arbitre qui ne bouge pas non plus. Donc là, on va avoir une espèce de phase, mais que j'ai trouvé longue. Et du coup, c'est même difficile à vous faire le play-by-play là, parce que voilà, quand on sait pas trop. Il y a que Asuka qui est complètement surexcitée dans son pod et qui va essayer un peu mettre d'animation, mais bon, c'est compliqué de mettre de l'animation en étant enfermé dans un pod. Surtout en japonais. Ouais, surtout. Pourtant, l'animation, les animés japonais, ils savent faire normalement, mais là. Ouais, mais là, c'était compliqué. Hein. Et finalement, on a notre entrée numéro 5 qui est Liv Morgan, enfin. Voilà, donc, alors Liv Morgan, elle se dit que la solution pour s'en sortir, c'est de s'accrocher aux chaînes. Mais ça va pas trop bien fonctionner, hein, parce que Shayna Baszler, elle va la retenir et puis elle va la choper sur ses épaules. Elle va l'écrabouiller sur la structure et elle va se choper les assauts de l'ancienne combattante MMA, quoi, qui lui refait faire une petite visite de la cellule au passage, d'ailleurs. Et finalement, Liv Morgan, elle se fait pulvériser, quoi. Voilà. Elle aussi se chopera finalement la Kiri Fuda Clutch et inconsciente va être sortie du match, hein, pareil, quoi. Et enfin, on a l'arrivée d'Asuka dans le ring. Donc là, enfin, on va avoir un peu un semblant de combat avec Shayna Baszler.
il va y avoir un petit peu, mais je crois que ça va durer que 3-4 minutes, quoi. Bon, c'est toujours mieux que les 40 ou 60 secondes auxquelles on a eu droit jusqu'à présent avec Shayna Baszler. La japonaise, elle va même réussir à choper Shayna Baszler dans son Asuka Lock, quand même. Hein. Mais Shayna est en mode destruction, quoi. Et elle va s'en libérer en allant Asuka dans les chaînes, encore une fois. Shayna, elle va tenter de déboîter l'épaule d'Asuka dans les cordes. Ça va pas marcher, donc du coup, voilà, Shayna, elle va revenir aux fondamentaux, puisque elle va placer son combo gut wrench, knee strike, Kirifuda clutch, et elle va carrément éteindre Asuka. Et on peut dire que Shayna Baszler gagne le match. Voilà, Shayna Baszler est donc la number one contender au titre de Becky Lynch. Voilà, c'est booké, c'est plié. Shayna Baszler versus Becky à WrestleMania. Ouais, alors ça, si on l'avait fait faire à n'importe quel homme, que ce soit Roman Reigns ou je ne sais qui, on aurait crié quand même au scandale. Là, Shayna Baszler, elle a nettoyé, putain, une tornade. Alors c'est un clean house 5 étoiles. Je sais pas si c'est déjà arrivé qu'un catcheur élimine les 5 autres participants d'un Elimination Chamber, à voir. Hein. Peut-être que c'est une première dans les annales. Ouais. Dites-le nous dans les commentaires ou sur le Discord. Mais c'est vrai que je me suis pas renseigné au préalable là-dessus, mais effectivement, là, elle a éliminé les 5 participantes, quoi. Ouais, c'est assez impressionnant. Alors, c'est difficile d'avoir une opinion tranchée là-dessus. Disons que tu l'as dit au début, hein, vu le casting, moi j'ai pas suivi la WWE pendant 4 mois. Pour moi, le résultat il était évident, quoi. Je voyais personne d'autre, que ce soit les 3 anciennes du Riot Squad, sûrement pas Natalya et Asuka un petit peu moins. Pour moi, c'était évident que pour WrestleMania, en plus l'affiliation MMA avec Ronda Rousey était assez évidente, donc c'était sûr que Shayna Baszler allait gagner ce match. Si j'ai bien compris, elle est quand même relativement récente dans le main roster, donc c'était à peu près sûr qu'elle allait faire un gros coup, de tonnerre. Bon, honnêtement, je porte pas trop toutes ces filles-là dans mon cœur, donc que les anciennes du Riot Squad soient squatchées en quelques secondes, ça me dérange absolument pas. Natalya non plus, parce que bon, voilà, à son âge, elle sert à ça. Je suis quand même un petit peu déçu pour le mano à mano final, parce que Asuka a quand même pas fait illusion longtemps. Hein. J'aurais bien aimé que ça soit un peu plus dominant, un peu plus... Enfin, pas dominant, au contraire, un peu plus disputé, qu'il y ait des moves un peu plus spectaculaires, qu'on voit Shayna Baszler en difficulté, aller au-delà d'elle-même parce que bon, ils ont vachement insisté, les commentateurs, ils nous ont rappelé Asuka, elle a été invincible, invaincue pendant 2 ans, ou je sais plus quoi. Bon, là, t'as dit qu'elle a duré un peu plus longtemps, mais je pense que pas plus de 3 minutes, et c'était un petit peu dommage. Ça m'a un peu déçu, mais pour le reste, oui, je m'y attendais, c'était assez légitime. Hein, ça fait une affiche assez surprenante pour WrestleMania. Que va faire Becky Lynch? Est-ce qu'ils vont oser Je pense pas qu'ils osent donner une telle fusée au cul de Shayna Baszler et la mettre championne à WrestleMania. Mais oui, hein, je me souviens qu'à une époque, on en parlait sur les Discord, sur les forums et tout. On disait, ah là là, le jour où Shayna Baszler viendra dans le roster de Raw ou de SmackDown, ça va faire du ménage. Et c'est vrai que ça, ça change du style de Liv Morgan ou des autres. Et j'espère pas qu'elle croisera des gens comme Mandy Rose ou les Iconics ou tout ça. Ça a peut-être déjà été le cas et je l'ai pas vu, parce que là, elle va faire des morts, je pense. Ouais, c'est assez probable. Ouais. Il faudrait pas que Carmella et compagnie dans les pattes de Shayna Baszler, parce que je pense que là, ça ferait du dégât, quoi. C'est comme ça, ouais. Enfin, en tout cas, c'est historique. Hein. Là, franchement, 5 éliminés dans la chambre par une seule et même catcheuse. Là, ouais, moi, je vois pas de précédent à ça, quoi. Enfin bon, voilà. Donc du coup, ce main event, c'est comme ça. Et du coup, on arrive dans une procédure que tu connais bien, mais que tu n'as pas pratiquée depuis longtemps, mon cher Raphaël.
tu vas pouvoir flopper, tu vas pouvoir topper, tu vas pouvoir noter. Est-ce que je suis encore un petit peu, est-ce que je suis pas un peu rouillé tout ça? Est-ce que je vais pouvoir bon déjà je fais une petite analyse globale du pay-per-view. Donc mon premier pay-per-view depuis 4 mois, même si enfin non, c'est pas tout à fait vrai parce que j'avais vu un petit peu de TLC et puis je me suis rattrapé. J'ai vu quand même, j'ai vu avec 3 mois de retard Survivor Series et War Games. Et j'ai vu le Royal Rumble évidemment parce que j'avais envie de le regarder. Avec Voilà. le bel homme vainqueur. Donc j'ai quand même réussi, puisque je n'ai pas réussi à le voir en live en Colombie, j'ai réussi à passer un mois, à peu près un mois, loin des réseaux sociaux sans me faire spoiler le vainqueur du Rumble, et j'en suis d'autant plus content. J'ai vu ça en revenant en France que bah oui, je crois que c'est mon vainqueur de Rumble préféré depuis peut-être 10 ans, donc très très bien. Ouais, et puis c'était un super Rumble, c'était l'un des plus beaux Rumble de la décennie, quoi. Je suis bien d'accord avec toi. Je suis bien déçu de ne pas avoir été là pour l'analyser. Quand je l'ai vu, j'étais chaud pour faire des analyses, mais c'était fin février. Vous aviez tous déjà dû analyser ça depuis un mois. Mais donc, c'était mon premier quand même pay-per-view, voilà, de retour en France, en live, le lendemain même du show. Et alors, est-ce que je sais qu'il y a un peu de morosité, notamment du côté des suiveurs de SmackDown. Est-ce que c'est ce côté un peu fraîcheur qui m'arrive? Moi, j'ai été plutôt agréablement surpris. Par tous les matchs, hein. Bryan versus Gulak, j'ai beaucoup aimé, les latinos aussi, le tag team dans la chambre, AJ Styles et Aleister Black ont bien donné. Bon, il y a juste ce main event effectivement qui pour moi, comment dire, bah c'est le main event d'une seule personne, hein. On a tout donné à Shayna Baszler, c'est son moment historique, c'est très bien pour elle. Heureusement, parce que franchement, bon voilà, quand ça a débuté Natalia versus Ruby Riott, moi j'étais pas dedans et la foule non plus, hein, pas spécialement là-dedans. Moi, mon constat, on est dans une situation bizarre puisqu'on a eu ce show en Arabie Saoudite là il y a 10 jours, même pas, non, c'est ça, 2 semaines? Super Showdown? Ouais, 10 jours. Ouais. Donc c'est la première fois, hein, de mémoire. D'habitude, le Super Showdown, il est toujours après WrestleMania plutôt. Là, je pense que pour éviter les blessures et la surutilisation des catcheurs, on a quand même un Elimination Chamber très très étonnant au niveau du casting. Alors on a Daniel Bryan, on a Braun Strowman, on a AJ Styles, et puis l'Undertaker qui fait coucou. Mais après, donc bon, ni Brock Lesnar ni Goldberg, on pouvait s'y attendre, mais voilà, c'est quand même un Elimination Chamber sans remise en jeu d'un titre majeur. C'est un Elimination Chamber sans désignation d'un challenger pour un titre majeur. Ça m'a beaucoup étonné. En revenant là un peu aux affaires, je m'attendais vraiment à ce qu'on ait au moins une affiche de bonhomme du genre Roman Reigns versus Daniel Bryan versus je sais pas, bon, AJ Styles machin dans la cage pour le titre universel, pour le challenger au titre universel, un truc du genre. Donc assez surpris. D'habitude, enfin tu vas me dire si je me trompe, hein, t'es plus ancien que moi, mais il me semble que le vainqueur du Rumble, il a toujours droit à un petit match de gala au pay-per-view d'avant. Je me souviens des Alberto Del Rio, des Batista, des Rollins qui avaient toujours une petite affiche, là, Drew McIntyre. On l'a laissé tranquille, pas d'Orton, pas d'Edge, donc et puis chez les filles c'est pire, voilà, pas de Bayley, pas de Becky Lynch à part en coulisses, pas de Charlotte, pas de Sasha Banks. Ouais. Un pay-per-view sans aucun main eventer. Un pay-per-view sans aucun main eventer. Alors les copains m'ont tenu au courant qu'il paraît que ça va mal un peu dans la WWE, qu'on a du mal à remplir les salles. Bon, là, il faut pas trop s'étonner s'ils ont eu du mal. Et pourtant, Philadelphie était bien remplie et la foule était chaude. Donc finalement, est-ce que c'est pas plus mal, hein, devant la multiplication des dates de tournée, de laisser un peu briller les petits jeunes, de laisser du temps à Drew Gulak, à Andrade, à Sami Zayn et au Street Profit et à Buddy Murphy. Bon, moi je suis plutôt pour, moi ça me va. Après, est-ce que c'est ça qu'il faut pour vendre les pay-per-view, les affiches? Je ne sais pas. Moi je suis plutôt content. Ça m'a pas, disons que ça m'a pas dérangé de ne pas voir Roman Reigns ni Goldberg parce que les autres ont délivré la marchandise, comme on dit. Mais ça m'a un petit peu étonné. Et je pense que tous ces gens-là vont se retrouver à WrestleMania, donc ça va faire un petit peu bizarre de ne pas les avoir vus à Elimination Chamber et de les caser à WrestleMania. Bon, tout ça pour dire,
Un top, un flop, une note. Le top est pas facile, mais je vais le mettre, je pense, à l'opener. Je vais mettre top à Bryan versus Gulak. Voilà, premier match, vrai match de pay-per-view depuis longtemps et ça m'a beaucoup séduit l'histoire qu'ils ont racontée, quoi. La similitude entre les deux hommes. Gulak qui contre plein de choses, Daniel Bryan qui finit par monter en puissance, j'ai bien aimé moi. Le flop, ouais, c'est quand même le casting de ce match féminin parce que c'était quand même Shayna Baszler contre des jobbeuses, donc ça m'a un petit peu déçu que ça soit si vite expédié. C'est 2-3 en 3 mouvements, elle a pas beaucoup transpiré Shayna Baszler, elle a même pas besoin d'aller à la douche je pense à la fin du match. Et la note, on note sur 5, hein, c'est bien ça, rappelle-moi. Ouais. Rien n'a changé. Je vais quand même donner, écoute, 3,5. C'était un bon pay-per-view, j'ai trouvé, qui n'avait pas du tout une gueule de pay-per-view sur le line-up et sur les affiches, mais qui fut, en tout cas à mon sens, divertissant, avec des bonnes idées. Des beaux vainqueurs, hein, Daniel Bryan, Andrade, Sami Zayn, les Street Profits, voilà, des trucs sympas qui se teasent pour WrestleMania, l'Undertaker qui fait coucou. Je suis globalement content de ce premier pay-per-view de retour en France. Donc, pour moi, la mission est bien remplie et je suis assez hypé pour WrestleMania. Après, voilà, j'ai la tête fraîche, je repars à zéro. Mais pour toi qui suis ça, qui pendant 4 mois n'a pas manqué un seul show d'une seule semaine, est-ce que tu es aussi enthousiaste ou est-ce qu'il y a un peu plus de lassitude? Quel est ton avis à toi, Chris? Un petit peu moins, quoi. Mais bon, malgré tout, j'en attendais pas grand-chose et j'ai agréablement pris. Écoute, moi, me concernant, j'ai trouvé ça très long. Très long. Un peu, ouais. 4 heures pour un Elimination Chamber, j'ai trouvé ça très très long. Moi, mon flop, écoute, un petit peu comme toi, mon flop, moi je vais le mettre au match féminin. Déjà, moi je l'aurais pas mis en main event, premièrement. Ouais, en plus. Et deuxièmement, c'est pas tant le problème de voir Shayna Baszler démonter tout le monde, ça m'a pas tellement posé de soucis parce que c'était attendu. Si tu veux, nous on s'était dit dans les dernières reviews là, c'était pas l'histoire, c'était pas de savoir si Shayna Baszler allait gagner, l'histoire c'était de savoir comment elle allait gagner. Et moi, ce qui m'a posé problème, en fait, mon flop, j'ai presque envie de le donner au Riot Squad, à l'ex Riot Squad, parce que moi, je les ai trouvés complètement débiles, les 3 filles. C'est-à-dire que tu te retrouves, même si tu es une ancienne équipe, que tu es un peu en guéguerre, etc., dans le cadre d'un éliminatoire, tu sais que tu as 2 monstres comme Asuka et Shayna Baszler, surtout, dans le line-up, tu mets un peu de côté tes différents, et puis tu te dis, là, c'est le moment de faire un petit peu alliance pour se défendre face aux monstres, quoi, tu vois. Et à aucun moment, elles nous ont teasé ça. Voilà, elles se sont fait démonter en 2-2. Et voilà, et du coup, moi, ça m'a vraiment déçu, quoi. Vraiment, j'ai trouvé ça, voilà. Enfin, vraiment, le Chamber féminin, moi, m'a vraiment déçu. Et puis j'attendais de la part d'Asuka autre chose que une défense de 3 minutes, quoi. Asuka, voilà, invaincu pendant 2 ans à NXT, qui est championne par équipe, qui a été championne individuelle dans le main roster aussi. Voilà, quoi, qui fait quand même un beau run dans le main roster. La voir se faire démonter comme ça par Shayna Baszler, moi, ça m'a quand même attristé. Parce que voilà, moi j'ai trouvé ça triste de voir la japonaise se faire déboîter comme ça. Donc voilà, donc du coup je donne mon flop à ça. Mon top, écoute, j'ai trouvé comme toi, que tous les autres matchs tenaient bien la route. Tous les matchs masculins ont été de bonne qualité. Voir Sami Zayn champion intercontinental, je trouve ça très bien, etc. Mais du coup, je vais donner mon top. Pour une fois n'est pas coutume, d'ailleurs, je fais très rarement ça. Mais là, je vais donner mon top à un seul catcheur, à un titre individuel, et je vais donner mon top à Montez Ford. Je trouve Montez Ford totalement fabuleux. Voilà, je trouve ce mec. Moi, ce mec, je trouve qu'il a le total package, quoi. Il est bon dans le ring, il est bon au micro, il est bon pour chauffer la foule pendant les matchs, avant les matchs, après les matchs. Il a un espèce de mélange entre The Rock, Batista,
Voilà, l'Ultimate Warrior. Voilà, il utilise des trucs de Batista et de l'Ultimate Warrior. Il a une gueule au micro incroyable, quoi. Voilà, quoi. Il ne s'arrête jamais. Et bon, là, il a sorti un match puissant, quoi, face à Seth Rollins et Murphy. Et vraiment, j'adore Montez Ford, quoi. Je trouve ce type totalement incroyable. Je ne sais pas si un jour il sera utilisé en individuel, mais en tout cas, il y a une super alchimie avec son collègue Dawkins. On sent que ces deux-là, ils s'éclatent total. Et voilà. Et je suis vraiment content pour lui de le voir champion par équipe d'Euro. Et il a contribué largement avec son compère à remonter très très haut la division tag team à Raw. Et actuellement, si le show rouge plaît autant, je pense que les Street Profits sont de larges contributeurs au plaisir qu'on a à retrouver le show rouge le lundi soir en ce moment. Je ne dirais pas la même chose du show bleu. Voilà, donc voilà, je vais donner mon top à et ma note, ça va être un 3 solide. Voilà, voilà, le fait baisser la note. La longueur du pay-per-view a largement fait baisser la note. Je n'ai pas du tout apprécié aussi les moments de flottement énormes du main event, quoi. Là, il y a vraiment eu entre les entrées 5 et 6, là, il y a eu une espèce de trou incroyable, quoi. Je sais pas si c'était voulu, ça, si c'était fait exprès. Mais moi, j'ai trouvé que c'était vraiment complètement foiré, ça. Mais bon, peut-être que ça a été fait exprès, hein, j'en sais rien. Je pense, alors c'est marrant parce que je me suis fait la réflexion, d'habitude, ils annoncent toujours, il me semble que d'habitude, ils annoncent toujours, ils nous disent, entre deux entrées, il y a, alors je sais plus si c'est 3 minutes ou 5 minutes dans l'Elimination Chamber, et là, alors je sais pas si c'est moi qui ai déliré ou quoi, ils disaient à intervalles réguliers, ils n'ont pas précisé le timing, et peut-être que quelqu'un a chronométré. Je m'étais dit, tiens, il se laisse une marge de manœuvre, et c'est vrai que dans le tag team match, c'était hyper scénarisé à la seconde près, c'est-à-dire qu'il y avait des gros spots, et puis au moment où ça se calme, hop, on avait le décompte de 10. Non, là, je pense qu'ils ont juste voulu nous donner l'impression que voilà, Shayna Baszler défonçait tout le monde en 5 secondes, mais c'était pas bien pensé. Ils auraient dû lui foutre un micro dans les mains. Moi, je me souviens qu'à une époque, CM Punk avait fait ça quand il était Straight Edge Society. Il avait éliminé, il s'était retrouvé tout seul soit au Royal Rumble, soit au Chamber aussi. Il avait dû éliminer tout le monde. Il s'était retrouvé tout seul. Et ben, il avait pris le micro. Voilà, il avait pris le micro pendant 1 minute ou 2 pour raconter sa life et pour. Bon, là, oui, on s'est un peu fait chier. Bon, moi, j'ai fait avance rapide. C'est l'avantage. Mais pour ceux qui étaient dans la salle, ouais. Ouais, ça a dû être un moment quand même un peu étrange. 2 gros moments de flottement, quoi, comme ça. Donc voilà, donc écoute, c'est pas mal, hein, pour ton retour. Ah oui. Concernant, ça nous fait quand même une note de pay-per-view plutôt pas mauvaise. Ça fait du bien après ma review de SmackDown, tellement piteuse. Ouais. Donc je suis un peu soulagé, je ne te cacherai pas aujourd'hui. Ah ben, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Ouais, voilà. Bon voilà les amis, peuple de catch-up, vous connaissez la procédure. C'est le moment de notre auto-promo magique. Donc, vous pouvez nous retrouver. Alors déjà, vous pouvez nous retrouver sur Discord. N'hésitez pas à nous retrouver sur Discord. Et après, vous pouvez nous retrouver sur toutes les bonnes plateformes de podcast, sur Apple Podcast, sur PodCloud, sur Spotify, sur Deezer, sur Google Podcast. Nous sommes évidemment sur Facebook, Twitter et Instagram. Et bien évidemment, vous pouvez nous retrouver sur YouTube. Alors, sur YouTube, on n'arrête pas de vous le rappeler, mais surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche. De nous mettre des likes, des no-likes. Ring the bell. Voilà, ring the bell. Et puis laissez-nous des commentaires. Voilà. Et puis pour qu'on puisse un peu discuter et puis animer tout ça, quoi. Mon bon Raphaël, ça a été un grand plaisir de te retrouver, de t'avoir de retour d'Amérique latine. Eh ben, ça fait plaisir d'être si bien accueilli. Merci Chris d'être venu à l'aéroport me chercher avec les ballons et les petits jouets. Ah ouais, t'as vu ça, les petits clowns et les confettis. Donc voilà sur la terre française et c'est reparti pour un tour. Voilà, avec la pancarte Cat Up. Voilà. Et ben oui, donc j'espère, merci bien, et puis merci. J'espère que tous ceux qui nous écoutent sont ravis de m'écouter à nouveau, parce que ça me ferait plaisir. Et puis on est reparti pour un bon tour là. Mais ouais, on va se retrouver plus d'une fois.
Voilà. Et puis, bah, écoutez, bah, n'hésitez pas, revenez cette semaine. On va vous commenter tout ce qui bouge. Les Raw, les SmackDown. Et puis, bah, là, on est à 27 jours de WrestleMania, les amis. 27 jours. Hell yeah. Voilà. Et bah, écoutez, on vous souhaite une bonne semaine pleine de catch. Salut Raphaël hier. Salut peuple de catcheurs. Ciao, hasta luego.